Et oui, Téhéran qui vise désormais des hôpitaux, des civils, et les Américains de leur côté menacent de répliquer ou en tout cas de donner leur réponse quant à d'éventuelles frappes dans 2 semaines, a dit Donald Trump. L'Europe, elle, tente de temporiser cette situation, de ramener tout le monde à la table des négociations. Pour en parler ce matin, une voix de la diaspora iranienne. Maître Saber Sahan, avocat au barreau de Paris, porte-parole du collectif d'avocats franco-iraniens Vakilan et co-auteur d'un rapport choc appelant l'Europe à mettre les gardiens de la révolution sur liste noire des organisations terroristes. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Alors j'ai d'abord envie de vous poser la question en tant qu'Iranien, que franco-iranien, comment vous vivez cette situation actuellement et comment vous avez vécu d'ailleurs les premières heures de cette guerre entre Israël et l'Iran? Écoutez, on vit les choses avec à la fois beaucoup d'inquiétude, mais aussi l'espoir de voir un changement. C'est vrai que de voir le pays aujourd'hui sous les bombes n'était naturellement pas la solution que nous préférions. Nous avons, et je me permets ici de parler pour de très très nombreux Iraniens, nous avions toujours privilégié la solution du respect des droits de l'homme par la République islamique comme moyen de le fragiliser. Nous avons toujours considéré que le soutien à la société civile serait la meilleure des solutions pour permettre une transition démocratique en Iran et, in fine, négocier à nouveau sur l'ensemble des accords qui concernent l'Iran, notamment le programme nucléaire, dans le but d'une pacification de la région et de permettre à l'Iran d'avoir un autre rôle. Maintenant, nous sommes obligés de prendre acte aussi d'une situation qui est celle de la décision israélienne de lancer une opération militaire. Nous ne connaissons pas les objectifs politiques, nous connaissons les objectifs militaires, c'est la neutralisation du programme nucléaire, c'est sans doute la fragilisation du régime, mais derrière, nous avons des messages contradictoires. Le Premier ministre Netanyahou a demandé que les Iraniens sortent dans les rues et une nouvelle fois se saisissent d'une opportunité qui se présentait à eux pour tenter de renverser le régime, mais dans le même temps, la population est apeurée et on peut la comprendre à l'idée de sortir et de faire face à des bombes qui pleuvent. Oui. Donc c'est ici où nous avons quand même besoin de savoir quels sont les objectifs politiques du gouvernement israélien et surtout comment l'opposition iranienne peut s'organiser. Là-dessus, il y a un vrai flou et il y a donc naturellement une certaine crainte. Et est-ce que vous avez un retour justement d'Iraniens sur place? Parce que, alors on le sait, les cibles militaires d'Israël, ce ne sont pas les civils, ce sont les installations nucléaires. Est-ce que vous avez justement peut-être des retours de personnes sur place qui ont été blessées? Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces personnes? Les premiers retours qu'on a eus sont ceux, pour être tout à fait honnête, d'une très très grande satisfaction. Je pense que mais il y avait quelque chose Ouais, un mélange de peur et de soulagement, c'est ça en fait. Hein. Non, mais quelque chose de très satisfaisant de voir je dirais, les bourreaux iraniens visés par ces missiles. Quand vous levez le matin et que vous apprenez que des généraux comme Haji Zadeh, qui est le responsable de cet avion qui avait été abattu il y a 3 ans, quand vous avez Mohammad Bagheri, qui est le chef d'état-major de toutes les forces armées, quand vous apprenez que le général Salami, qui est le chef d'état-major des gardiens de la Révolution, et qui sont tous responsables de vagues de répression, il y a quelque chose de presque soulageant, quelque chose de presque heureux à savoir qu'ils ont été visés seulement. Aujourd'hui, la guerre commence à s'installer et une semaine après, on ne sait pas quels sont les objectifs. Une fois que ces opérations-là ont été menées, d'abord, pourquoi est-ce que le guide suprême lui-même n'est pas visé? Puisque si on coupe définitivement la tête du régime, on le désorganise et surtout, on adresse au régime le message sur lequel il n'y aura pas de négociation. Surtout, quels sont, encore une fois, je me répète, les objectifs politiques, quel est l'avenir politique, parce qu'on est maintenant au 7e jour de conflit, donc ce sont maintenant les questions fondamentales qui se posent. Vous espérez une élimination d'Ali Khamenei par Israël, peut-être là dans les prochains jours, même si Donald Trump, lui, s'est dit pas vraiment favorable à la chose, vous l'espérez, hein? Écoutez, d'une manière ou d'une autre, c'est sa neutralisation politique qui est importante. Après, quelle qu'en soit la forme, naturellement, on n'adressera pas à M. Khamenei ni à sa famille nos condoléances. Il est responsable de la mort de dizaines, voire de centaines de milliers d'Iraniens. Mais en tout cas, il est important maintenant d'approcher les choses sur le plan politique. Si l'ayatollah Khamenei est considéré s'il demeure considéré comme une option et que
les bombardements ont vocation à le faire revenir à la table des négociations, ça peut être un problème pour les Iraniens. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Mais s'il s'agit de l'écarter, de permettre l'émergence d'une nouvelle force politique à l'intérieur du pays qui serait soucieuse des préoccupations nationales, Ouais. dans ce cas-là, évidemment, les Iraniens l'approuveraient. Alors, je voulais votre réaction aussi par rapport à ces déclarations d'Emmanuel Macron qui a indiqué qu'un changement de régime entraînerait le chaos. Certains analystes sur les plateaux de télévision aujourd'hui comparent la situation en Iran avec celle de l'Irak en 2003 et la chute de Saddam Hussein. Agnès Levallois notamment qui a dit qu'on ne changeait pas un régime par la guerre. Quel est, vous, votre point de vue là-dessus ? Comme vous l'avez indiqué, mon collectif et moi avons énormément milité, et comme beaucoup d'Iraniens à travers toute l'Europe, pour l'inscription des gardiens de la Révolution sur la liste européenne des organisations terroristes. Et en refusant de le faire, les États membres de l'Union européenne ont quelque part raté leur rendez-vous, puisque si on avait pu avoir cette décision, on aurait pu mettre l'Europe sur les rails d'une politique hostile au régime et favorable à l'opposition. Aujourd'hui, le président de la République a eu cette déclaration. Je comprends la crainte et le risque d'anarchie qu'il évoque, mais je dirais que la crainte des Iraniens, plus que de l'exemple de l'Irak en 2003, je dirais que c'est plutôt l'Irak en 1991 où l'ensemble de l'état-major de Saddam Hussein avait été renversé. Et lorsque George Bush père, à l'époque, avait appelé le peuple irakien à se soulever, il avait finalement décidé de ne pas le soutenir, et cela avait donné lieu à une vague de répression sans précédent. Je tiens à préciser une chose. Aujourd'hui, le régime est absolument effrayé par l'action israélienne et probablement l'action américaine à venir. Mais il n'est pas du tout effrayé par le peuple iranien, et la répression a déjà commencé à s'organiser. Hier soir, on a appris notamment que l'une des figures du mouvement Femmes, Vie, Liberté, le rappeur Too Much Salehi, a été arrêté. Apparemment, 5-6 heures plus tard, après avoir été interrogé, il a été relâché. Mais la répression a déjà commencé. Donc la crainte aujourd'hui, elle est là, et l'Europe devrait se préoccuper de cette question-là plutôt que de savoir si le régime va tenir en place ou pas. En tout état de cause, le régime n'est pas représentatif de la population iranienne, et il ne le sera pas davantage à l'avenir. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions, Saber Sahan. Merci d'avoir été avec nous, avocat franco-iranien au barreau de Paris, porte-parole du collectif d'avocats